Donc bon, c'est toujours un peu difficile de se lancer, mais qui va être le... Ah, comme il avait dit Tavernier. Ah, comme il avait dit Tavernier. Comme il avait dit Tavernier, on va commencer par la deuxième question, parce qu'elle est moins dure que la première. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous parle en français. Non, en français. Donc la question est assez simple, c'est pourquoi cette histoire-là sur Pablo Escobar et pourquoi cette histoire-là Parce que j'étais pas fan de Pablo Escobar, j'ai pas fait les films parce que je voulais raconter Pablo Escobar, c'est une histoire qui c'est parti inspiré par une histoire vraie que m'a raconté un policier en Italie qu'il avait connu un Italien et l'histoire de cet Italien c'était un peu similaire de Nick dans le sens, dans toute la partie du trésor il a un peu vécu qu'il a vécu Nick et moi j'ai trouvé cette histoire incroyable, ça parlait tout de suite à mes envies de raconter l'histoire d'un trésor et ça me semblait aussi un voyage dans les cerveaux d'un criminel parce que les plans de Pablo Escobar pour cacher les trésors c'est aussi la map du trésor, cacher le trésor c'est sauver la vie, pour moi c'était vraiment rentrer dans le cerveau de cet homme du mal. Et je suis parti de là, et je ne savais rien de cet homme, je pensais que Pablo Escobar c'était un peu Scarface, et plus j'ai commencé à lire et étudier les personnages, j'ai trouvé une psychologie criminelle fascinante, d'un point de vue narratif, et j'ai construit ces films sur une histoire, sur quelqu'un qui est en face à cette mal disproportionné et c'est son voyage, ça descend à l'enfer petit à petit. C'est un film qui ça parlait aussi à mes... Moi j'adore la tragédie grecque. Le personnage de Pablo, ça me faisait penser à un semi-dieu, la mythologie grecque toujours, mais j'adore l'opéra italien, Verdi, Puccini. Il y avait des dimensions, cette dimension aussi pour moi, ça m'intéresse. J'ai une question. Pardon. Juste une question, c'est pour rebondir. Est-ce que parce que, quand on parle de mafia, on pense à l'Italie, est-ce que c'est aussi une manière de parler... Pourquoi Je sais pas. Mais justement, est-ce que c'est aussi une manière de parler de tout ça en le détournant, en parlant de Pablo Escobar, qui est quand même bien loin de l'Europe? Ou pas du tout? Nous aussi, moi j'ai fait un film qui ça m'a passionné pour des raisons de cinéphile. Mais après l'attachement sensorial à l'histoire, c'est aussi parce que je viens de l'Italie, d'origine sicilienne. Tu me racontais aussi, quand tu me racontais que tu allais sur un film que tu tournais là-bas. Oui, mais je suis encore copain avec les gens avec qui je travaille, je ne vais pas trop... Sans rentrer en détail, non, la fascination qu'il peut y avoir, progressivement devenir très ami avec quelqu'un. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est, quand on regardait la recherche, il pouvait être particulièrement charmant. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à explorer, le côté... Janus, mais le côté positif de monstres. On avait évidemment, c'est pas du tout le parrain, et en même temps on avait comme référence, ce qui est intéressant dans le parrain, c'est au-delà de la tragédie justement et la trajectoire de chef de la drogue, c'est la dimension humaine. Donc moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans son optique de Escobar, c'était que je voyais pas comment on pouvait être intéressé uniquement par un biopic traditionnel qui fait comprendre quelqu'un qui est au-delà même d'être un génie du mal ou un baron de la drogue, etc., en faisant juste la caricature de lui-même, c'est-à-dire que quand on prend lui comme personnage principal, où est-ce que ça amène la trajectoire? Alors que quand on regarde sur toujours ce qui est le cas aujourd'hui, pourquoi les gens sont toujours fascinés par les côtés positifs de Escobar et son charisme, etc.,
moi je trouve qu'il a réussi dans son point d'entrée quelque chose qui faisait qu'on a, voilà, il y a un vrai film à suivre. C'est compliqué, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits, enfin qui ont essayé d'être montés. Et une des raisons, c'est l'empathie, c'est-à-dire que c'est difficile, même si on suit quelqu'un qui est un personnage négatif, il faut qu'il y ait un point d'entrée pour pouvoir suivre l'histoire. Moi, quand tu m'as raconté ton histoire avec les lignes de... Non, je peux vous dire. Moi, j'ai fait un film en Sicile et j'étais le seul acteur, comédien. Les autres gens, c'était des gens pris, entre guillemets, de la rue. Et c'était un film sans scénario, il fallait improviser. J'étais comédien, je voulais bien faire ces rôles. Je suis parti à Palerme, mais je suis resté là 3 mois avant le tournage seulement pour être avec ces gens-là. Et moi, en fait, j'ai rencontré dans les castings une personne que je pensais que c'était quelqu'un de pas trop mêlé. C'est vraiment sympathique parce qu'il était habillé comme quelqu'un de normal, il parlait parfaitement italien, il était très charmant, il parlait aussi sicilien. Et je suis avec mon prof de dialecte sicilien, je suis devenu copain jusqu'au moment que j'ai découvert qu'il était vraiment. Quand j'ai découvert qu'il était vraiment, je me suis trouvé face à un conflit moral. Et dans les conflits moraux, c'est qu'est-ce que je voulais raconter l'énigme. À quel moment il faut s'échapper? À quel moment il faut partir? Parce que parfois tu penses que si tu fais pas certaines choses, même si tu es copain avec quelqu'un, ou tu es proche avec quelqu'un, tu n'es pas compromis. C'est pas vrai. Moi c'est cette expérience personnelle que je voulais aussi mettre dans le film. J'ai une question par rapport au scénario et au montage du film. Vous déconstruisez vraiment l'histoire en termes de temporalité. Et est-ce que c'était prévu au scénario ou est-ce que c'est vraiment un travail de montage qui est venu après Non, c'était prévu dans le scénario. C'était prévu dans le scénario. Moi, je voulais, quand la tragédie grecque, ils ont les chorus. Et les chorus, ils introduisent, ils rentrent dans la tragédie pour préparer les spectateurs à de quoi on parle. Vous allez écouter cette histoire que, en fait, l'introduction du film, dans le prologue, il y a un homme qui donne à un autre homme un pistolet et dit tu vas tuer. Et après je coupe là, je fais un saut en arrière et je présente l'histoire. Moi, c'est vraiment ça, c'est un film sur ça. Les biens contre le mal, qui va gagner, va tuer ou va pas tuer. Et j'avais trouvé intéressant c'est un peu... Paolo Sorrentino, un jour on parlait, il me disait que les premières 3 minutes du film, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux, parce que les gens ils te suivent. Alors je voulais faire un début un peu théâtral, opératique, dans le sens que mettre dans une situation le spectateur de se dire on parle du destin. En fait, qu'est-ce qui se passe au début? Il y a une prière et on voit presque les résultats de la prière, comme ceux de la prière de Pablo Escobar, il y a un résultat positif. Parce qu'après, à la fin du film, on découvre en fait qu'il prie, sa prière à Dieu, il le supplie que son plan va être protégé par Dieu. En fait, à la fin, on voit qu'il y a une solution, que c'est presque positif. Et j'aimerais bien fermer un peu la boucle, comme un cercle. Moi, je suis né à Rome avec mon père sicilien, ma mère irlandaise, très catholique. J'étais toujours fasciné dans mon quartier de Rome, que tu voyais à droite, à gauche, tu avais les malins du quartier, que c'était quelqu'un de méchant, qui était comme ça, il priait à Dieu, comme c'était. Après, il y avait les très bons du quartier qui faisaient la même chose le dimanche matin. Et dès que j'étais très petit, j'étais toujours fasciné par le fait que c'était vraiment la démocratie. Tout le monde était en contact direct avec Dieu. Et j'ai trouvé ça
fascinant. Une autre question, peut-être? Oui, madame. J'aurais aimé savoir en fait, parce que j'ai complètement été waouh par le jeu de Del Toro. Enfin, il en met plein la vue. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour qu'il aborde le personnage? Puisque comme vous avez dit, on voit au début, en fait, il est même attachant. Enfin, même moi à la fin, enfin, je me dis, c'est un monstre, mais d'un autre côté, on a vu une face de lui tellement gentille, adorable, que ce soit avec les enfants. Enfin, il veut vraiment du bien à sa famille. Donc, comment vous avez fait pour avoir cette retranscription-là, on va dire, parce que moi, ça m'a complètement fascinée de A à Z. Pablo Escobar, c'était ça. C'était quelqu'un c'est un très bon père de famille. Dans tous les livres que j'ai lus de sa sœur, le documentaire c'est son fils, ces hommes, ces tueurs qui ont écrit des livres, ça sortait toujours ce côté, cet homme extrêmement généreux avec ses proches, un très bon père de famille. Il faisait beaucoup de charité, il a construit des quartiers entiers à Medellín. Barrio Medellín aujourd'hui, c'était toutes des maisons données par Escobar. Et il habite plus de 100 000 personnes. Dans le sens qu'il était quelqu'un capable de gestes. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire raconter les deux côtés de la médaille. Avant d'introduire les côtés un peu plus, même si on a l'introduction, mais introduire les côtés un peu plus lumineux, rapprocher les spectateurs comiques à l'écran du cinéma, et après comme dévoiler Pablo Escobar, parce que je savais que si j'étais capable de faire ça, une fois que j'avais dévoilé et montré son côté méchant, la violence c'était plus violent, et la peur c'était plus peur, le noir c'était plus noir. Et j'ai essayé de faire ça, de montrer la vérité. Toutes les choses qu'il y a dans les films, surtout la piscine, ou lui qui chante, sont des choses que j'ai lues sous ses livres et j'ai regardé dans des cassettes. Il aimait, en fait, dans les films, j'aime bien ça, il aimait beaucoup amener des équipes de Miami pour filmer tout ce qu'il faisait dans la famille et les week-ends. Alors il y a beaucoup de cassettes, des images vidéo que j'ai étudiées pour raconter cette période-là. Est-ce que justement, en écrivant votre scénario, vous avez déjà des idées de casting, par exemple, Benicio pour Pablo, ou si c'est vraiment en faisant les castings que vous dit le rôle est pour lui? Non, en écrivant le scénario, bizarrement, j'avais vraiment la tête de Pablo, parce que j'avais tellement vu des vidéos, des photos, et surtout, j'ai essayé de regarder son regard, j'ai regardé beaucoup de vidéos et regardé son regard, parce que je voyais quelque chose dedans. C'est comme un abysse. Parfois, il y avait des vidéos, il y a 3 secondes dans un documentaire, j'avais trouvé toujours fascinant, qui s'appelle Les Deux Escobar, on voit Pablo Escobar à le stade, et que son équipe de foot s'est fait voler un match par un arbitre corrompu. Et on voit les moments qu'il décide de faire tuer l'arbitre. Il y a un moment de crise, parce qu'il y avait ces crises de paranoïa. Et j'avais trouvé ça fascinant. Je me concentrais beaucoup sur son visage et j'ai écrit le scénario avec son visage dans la tête. Et après, une fois que c'était fini, on a commencé à penser les castings. Il n'y avait pas trop de... Quand tu réfléchissais, quand tu écrivais, tu avais me parlé du profil psychologique que le FBI avait fait sur lui en disant qu'il ne l'avait pas mis dans la catégorie dealer de drogue, il l'avait mis dans la catégorie serial killer. Après, on avait une idée, on devait être juste, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire ce film sans... Donc on est très très vite arrivé à Benicio, en se disant que le seul choix de charisme, d'envergure du rôle était d'avoir un acteur de cette envergure-là. Donc il y avait, dans le monde, il y a Benicio del Toro et Javier Bardem aujourd'hui qui pouvaient être Escobar. Parce qu'il y a une dimension au-delà même de ce qui était dans le rôle, il y a une dimension fantasme, d'aura autour du personnage, qui fait que d'ailleurs il fallait qu'il ait du charme. C'est intéressant ce que vous disiez avant ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de drogue dans le film. C'était quels étaient les points d'entrée pour qu'un personnage du point de vue de Nick puisse tomber, non pas amoureux, mais sous la séduction et le charme de quelqu'un comme Escobar.
Donc le choix, il était dans le duo, il allait au-delà même de juste Pablo, il fallait dire quel était le bon duo qui faisait que cette histoire fonctionnait. Donc là, quand est-ce qu'on a Benicio, on l'a rencontré il y a quoi, 3 ans Oui. Et on a attendu 1 an. Et quand on s'est vu ensemble, André, il avait déjà travaillé tout seul pendant 1 an et demi. On s'est pris, je sais pas, au bout de 2 semaines, on s'est dit il nous faut lui, mais on a pris 1 an pour l'avoir. Ouais. Et c'est fou parce qu'on en parlait avant, tous les trois, avant de venir vous voir, et c'est vrai que Benicio, il a cette folie dans le regard, comme tu disais, comme il a chez Escobar, où Benicio del Toro, en fait, il n'a pas besoin d'être menaçant pour être inquiétant. Il a la folie dans les yeux qui fait qu'en une réplique, moi, il me glace. Oui, mais il n'y arrive pas à ça. Il y a beaucoup, c'est un acteur qui fait énormément de travail avant d'arriver sur un plateau. On a fait ensemble aussi. Et après, au moment qu'il commence à tourner, il jette tout et il est habité. Il est complètement habité. C'est ça la chose fascinante. Parfois, tu le regardes derrière les combos qu'il joue et c'est un spectacle. Il crée un vertigo parce que sous les scénarios c'est bidimensionnel, sous les photos c'est bidimensionnel. On voit des vidéos mais ce sont des choses volées. Tout d'un coup il y a de la logique, il y a quelqu'un qui respire vraiment les personnages. Il y a très très peu d'acteurs qui peuvent faire un personnage aussi controversé et les rendre amables, les rendre qui fait peur, inquiétant. Je trouve que sa performance c'est vraiment une expérience. Toute seule, ça pourrait toute seule justifier aller au cinéma pour regarder quelque chose qui aujourd'hui, pour des raisons il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont plus capables de faire des performances comme ça. Et Josh, comment est-ce qu'il arrive sur le projet? Josh, je l'ai rencontré la première fois qu'il est en train de tourner Hunger Games à Atlanta. Je suis allé à Atlanta rencontrer. Dès que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite pensé qu'il était parfait pour faire Nick parce qu'il avait 17 ans, mais il était déjà un jeune homme avec un regard il y avait une pureté, une pure joie de vivre. Et aussi, il avait commencé à travailler à 9 ans dans le cinéma. Avec beaucoup d'initiatives, il a appelé tout seul un agent à 9 ans pour disant je vais faire l'acteur. Et malgré tout ça, malgré il était connu, il n'était pas connu pour Hunger Games, il était connu pour autre chose. Il avait fait Bridget Arbida, il avait fait Voyage au centre de la Terre et tout ça. Il était d'une simplicité, une générosité que j'ai trouvé parfaite pour le rôle de Nick. Allez-y, monsieur. Dans tout le film, la musique, elle est vraiment pesante, puis à la fois un peu mélancolique, enfin je sais pas comment dire. Et à la fin, j'ai vu que c'était Max Richter. Nous, on l'a découvert dans la série, c'était la musique de la série The Leftovers. Et vous, alors, comment vous êtes arrivé à choisir pour... Parce que la musique, elle est parfois... alors, c'est pas la musique qu'on s'attend pour ce type à laquelle on s'attend pour ce type de saga. Max Richter, j'avais vu un film qui s'appelle Waltz avec Bashir. Et j'avais trouvé la musique très belle. Et oui, je voulais un peu m'éloigner du côté pop, que c'était facile, logique presque d'utiliser dans un film comme ça. Et je voulais plus faire une musique classique. En fait, on a c'est tout composé. Toute la musique orchestrale, c'est fait par Max Richter. Je voulais faire quelque chose de plus classique. Tu as une question aussi? Oui, alors pardon. Je voulais rebondir en fait sur ce que vous disiez. Vous traitez quasiment pas, même pas du tout de la drogue, du cartel, de tout ce qui a été, du trafic en fait.
c'est même assez expédié, l'ascension, je sais pas comment dire, mais le développement de ce trafic et de l'argent qu'il gagne, etc., c'est assez expédié dans la première partie du film. Vous êtes dit dès le départ que vous évoqueriez Pablo Escobar en faisant totalement, en mettant totalement de côté la partie trafic de drogue. Pour le coup, vraiment absent. On voit pas comment c'est organisé, on voit pas comment la drogue est emmenée aux États-Unis notamment. Moi, je n'étais pas intéressé. Je n'étais pas intéressé à faire un biopic sur Pablo Escobar. Je voulais par contre pas faire son biopic, mais je voulais être très fidèle sur sa folie. Je voulais être très spécifique sur quel c'était son modus operandi. Le modus operandi de Pablo Escobar, c'était toujours de se retourner contre les gens les plus proches. En fait, à la fin, il était tout seul dans sa vie. Je voulais aussi faire... moi, j'avais toujours cette image. J'ai commencé à étudier le maître sur Pablo Escobar. J'avais toujours cette image de cette énorme vague. Parce que quand Pablo Escobar est tué, c'est pour ça que l'FBI l'a mis dans les serial killers et pas dans les têtes des organisations criminelles. Parce que quand il tuait Pablo Escobar, il tuait 25 personnes en 4 heures avec 50 tueurs qu'il envoyait dans toute la Colombie ou dans tout le nord d'Amérique. C'était quelque chose que quand tu es tombé dessus, c'était impossible de s'échapper. Et si tu trouvais pas toi à la maison et tu es ta mère, il y a des enregistrements de l'FBI que j'ai écoutés qui disaient tu viens me voir, tu dois payer, si tu ne viens pas me voir demain à 16h, je suis à la maison, je vais tuer ta grand-mère, je vais tuer ta mère, je vais tuer ta fille, je vais tuer ton fils, ton cousin Vittorio, je vais tuer ton chien, il connaissait le nom du chien. Ouais. Mais c'était ça. C'était ça. C'était quelqu'un qui... Et les gens, il y a beaucoup des histoires de gens qui sont allés à se faire tuer directement chez lui parce qu'ils savaient s'ils ne faisaient pas ça, sa famille était morte. Et pour revenir sur la question de l'idée, c'est qu'il y a une logique à ça. On est toujours dans le point de vue de Nick, on est toujours du point de vue d'un personnage. Escobar est déjà installé. Escobar est déjà, il était là. Il y a plein de documentaires vachement bien, en l'occurrence, qu'on a tous regardé sur le trafic en général. Et je sais pas si vous avez vu Cocaine Cowboys, le 1 et le 2, qui sont très très bien faits sur la dimension. Mais c'est des documentaires, justement. Il y a une question à un moment donné de qu'est-ce qu'on veut traiter. Un film comme Trafic, avec Benicio déjà aussi, a une multitude de points de vue parce qu'il veut traiter l'ensemble de la chaîne. Et donc il n'y a pas un personnage en particulier, il y a une galaxie de personnes. Là aujourd'hui, moi ce que j'ai trouvé fascinant, ce qui m'a tout de suite, j'avais lu les deux scénarios qui tournaient sur Escobar. À un moment donné, c'est qu'il y avait justement un point de vue sur voilà, l'entité, le personnage Pablo Escobar et la relation qu'on pouvait avoir. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'un roi d'Écosse, Last King of Scotland. C'est très différent dans la structure narrative et en même temps il y a quelque chose qui est fascinant d'être dans l'intimité d'un monstre au sens presque mythologique du terme. Et c'est là où je trouvais quelque chose où on pouvait avoir de l'empathie, on pouvait comprendre pourquoi quelqu'un... Le livre La sœur d'Escobar, il s'appelle J'aime Pablo, je déteste Escobar. Si jamais il était rentré Nick en ayant une connaissance, et même le spectateur en ayant une connaissance de l'ensemble de ce qu'il est en tant que tueur, etc., il n'y a pas le côté progressif que je trouve extrêmement réussi dans le film d'Andrea et qui était déjà au scénario. C'est-à-dire que vous posez la question de structure. Tous les films qui sont restés, qui nous ont marqués, c'est des histoires de corruption de l'âme. C'est le cas Scarface, c'est le cas du Parrain, donc après il y a une question de dimension, mais c'est une histoire de corruption de l'âme et de cheminement. Là, quand il m'a montré les premiers essais de Josh, enfin les premières lectures de Josh, etc., il avait une pureté, effectivement, une naïveté qui faisait que c'était crédible de se dire il y a un cheminement qui fait du sens sur l'enthousiasme. Voilà, c'était un vrai choix, c'est pas un accident, on a fait un vrai choix de faire un film qui était avant tout sur les personnages et pas un film sur l'analyse du trafic et de la guerre. Peut-être qu'il y a des séries qui vont se faire quand Netflix est en train de faire la série Escobar sur 14 épisodes, ils vont pouvoir suivre le point de vue des policiers, enfin du FBI, la guerre, l'ascension. C'est une question de point de vue. Là, je pense que le choix qu'on a voulu faire était le choix d'un film avant de faire un documentaire sur la dimension trafic de drogue. Et elle dit une autre chose aussi dans le film à un moment donné, quelque chose qui était pour de vrai très naturel. Elle dit
quand la première fois le personnage se rend compte en disant mais ça vient d'où tout ça, et le moment où elle se retourne très naturellement elle dit mais la cocaïne, c'est parce qu'à l'époque pour de vrai ceux qui fabriquaient les Ochoa par exemple autour d'Escobar, ils étaient propriétaires terriens, ils étaient des grands paysans avant. Il y avait quelque chose de très naturel, c'est après pris des proportions pas possibles, mais quelque chose de très naturel avec ce qu'ils étaient en train de faire. En 83, c'est passé la loi que tu prenais plus des années de prison avec la cocaïne que la marijuana. Parce qu'avant, si tu t'es trouvé avec de la marijuana, tu faisais 5 fois plus de prison que si tu trouvais avec la cocaïne. En Colombie, vous parlez? En Colombie. Et après, il y a aussi, comme réalisateur, comme storyteller, moi je pense qu'il faut travailler sur subtraction quand tout le monde sait quelque chose. De moi, de montrer des gens qui prennent des sacs de cocaïne, qui le passent seulement pour envoyer un statement. Lui est le trafiquant de la drogue, tout le monde le sait que Pablo Escobar est le trafiquant de la drogue, et c'est de l'exposition, et c'est de l'exposition aride. Ça ne mène pas à un saveur, ça ne mène pas quelque chose qu'on peut découvrir. Je pense que dans les films, moi j'ai essayé d'être un peu avant les spectateurs pour lui montrer des aspects de l'Escobar qu'ils n'attendent pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis donné, et je vous assure, pour un premier film avec des acteurs comme ça, d'aller à présenter, imaginez moi que je rentre dans une salle avec mon producteur. C'est exactement ça. Vous rigolez? C'est exactement ça. Et après, il faut remonter derrière et dire, ok, on fait ça pour cette raison. Ma raison, je vous l'aurais dit à vous, comme je le disais à l'époque, ma raison, c'était, comme Brecht disait, raconte ta ville. Si tu racontes bien ta ville, tu fais un film universel. Moi, je voulais raconter les mal de cet homme, pas le business, pas l'habilité du business de cet homme. Cet homme, s'il ne faisait pas la cocaïne, il faisait les braquages de banques, il serait devenu le plus grand braqueur de banques. S'il faisait du terrorisme, ça serait devenu le plus grand terrorisme. Il a inventé le narcoterrorisme en Colombie. Il était quelqu'un, sa tête criminelle, c'était surproportionné. Et moi, je voulais raconter ça. Et la cocaïne, pour moi, c'était un détail. Je voulais vraiment quelqu'un qui, avec une voiture, pour une raison d'amour et son destin, il avait rencontré cet homme et s'était retrouvé à descendre le chemin de l'enfer vers l'enfer de cet homme. Et créé par cet homme. Et c'était son plan pour cacher son trésor. Prendre des gens qui ne sont pas des criminels, qui tu peux lui faire confiance, qui ne vont pas te voler le trésor, tu lui donnes le mission impossible, vous allez cacher. Et le moment qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont des gens, entre guillemets, un peu honnêtes, tu les tues, comme ça tu es sûr à savoir le secret, où c'est caché le trésor. Et le trésor de Pablo Escobar, même aujourd'hui, c'est encore recherché. Il y a des Russes, de l'ex-armée russe qui sont sur les montagnes de la Bolivie, et il y a des gens qui sont encore à la recherche de ce trésor. Il ne pouvait pas stocker, il avait tellement de cash, il ne pouvait pas le recycler. Il achetait toutes les choses les plus chères au monde, et à un moment donné, il avait un problème de stockage. En 1985, sur Forbes, il était le 6e homme le plus riche du monde. Et tout sa richesse était en cash. Et les frères pouvaient faire comprendre combien de cash ils devaient stocker par mois. Ils dépensaient chaque mois, vous savez, les petits morceaux de papier pour stocker, pour entourer les grands. Hein. Ils dépensaient $3000 de petits morceaux de papier pour stocker tout le cash. 20 personnes du cash, ils le stockaient tellement mal partout, 20 personnes du cash allaient périmer. Ils mettaient ça dans le budget. Parce que c'était mangé par les rats, ou par les moisis, par la pluie, des choses comme ça. Mais c'était une question intéressante, parce que je pense que c'est une des raisons qui a séduit Dimitri et Pathé et plein de gens sur, on le répète, un premier film, parce que c'est le premier film d'Andrea, ce qui est assez énorme, enfin moi je trouve, mais c'est que c'était pas ce qu'on attendait. En fait, voilà, quand on dit Escobar, on attend
tac, tac, tac. Mais en fait, on l'a déjà vu plein de fois, ça. Et on attendait autre chose. Et l'autre écueil qu'évite Andrea, je trouve, enfin moi, j'avais pas lu le scénar, en fait, j'ai découvert le film et j'ai pris une petite tarte. Et ce qui est super, c'est que c'est pas non plus un biopic. C'est la première question que j'ai posée à Andrea en sortant de la projection. Et Andrea m'a répondu... bah ouais, c'est pas un biopic, mais par contre, tout ce que... Et c'est pas une histoire vraie, c'est un mélange de plusieurs histoires vraies. Mais par contre, tout ce que tu vois sur Escobar à l'écran, c'est vrai. Les dinosaures dans la maison, c'est vrai. Enfin voilà. Il s'est ultra documenté, mais je vais le dire vulgairement, mais je vais le dire, mais c'est pas chiant comme un biopic. En fait. Voilà. Non, mais ça fonctionne hyper bien, mais c'est vrai que c'est presque déstabilisant en fait au début. Parce que, quelque part, on attend inévitablement qu'à un moment donné, il y ait le récit du trafic de drogue, de l'ascension, etc. Après, c'est vrai qu'on est en 91 et pas les années 80. Et pour le coup, c'est vrai que ça fonctionne. Parce qu'au bout d'un moment, on est vraiment. On trouve sympa, quoi. On voit jouer avec ses enfants et presque. Il y a cette deuxième partie du film qui est pour le coup beaucoup plus violente, quasiment une chasse à l'homme, etc. Où là, on reprend conscience de la réalité de la personne, de son folie et de son jusqu'au bout. La scène de la maison des poupées, j'ai rencontré un agent FBI à Los Angeles, et il m'a donné tous des enregistrements de la vraie voix de Pablo, et dans un enregistrement, il avait Pablo qui parlait avec sa femme au téléphone, et dit, oui alors, c'est fait pour dimanche, ma mère elle vient à l'hacienda, elle va faire des croquetas. Alors, il faut qu'elle vienne tôt, comme ça, elle tente de les préparer, parce que la dernière fois, elle ne faisait pas, et tout d'un coup, il parle des croquetas, et on entend derrière, ah! Et lui, il se retourne, et il dit, Cállalo! Et après, l'homme arrête de crier, il retourne au téléphone, il continue à parler de sa femme, et sa femme, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, t'inquiète pas, c'était un fou. Et il continue à parler de la croquetas, dans le sens qu'il était quelqu'un qui était capable de parler avec sa famille, et pendant derrière, il torturait les gens. Et moi, j'ai trouvé ça, dans un point, c'est horrible, mais dans un point de narrative, c'était pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il était capable de tout gérer en même temps. Et moi, je voulais mettre mon personnage dans une situation, comment tu fais à dire à quelqu'un qu'il doit mourir pendant que tu es avec ta fille, à dire une histoire, tu dois être en communication, tu dois dire tout de suite. Et c'était même ça son modus operandi, il disait à les gens, tu dois mourir. Et souvent, les gens acceptaient. On n'a pas voulu faire. Après, je suis tout mentionné, on n'a pas voulu. Effectivement, on n'a pas respecté les codes, on va dire, d'un film de cette ampleur-là en France. C'est pas Taken, il meurt à la fin, le protagoniste. C'est quelque chose de bête, mais il y a plein de choses où la violence, comment on traite la violence, la violence n'est jamais en direct. La violence, c'est quelque chose qu'on voit les gens tirer, et on voit après les corps allongés par terre. Le seul moment qu'on voit la violence, quand le protagoniste tire sur Drago. C'est les gens, les protagonistes qui sont innocents. Moi, ce qui m'a... Là, j'ai interrompu, mais c'est son film. Quand je dis interrompu, c'est... J'en suis extrêmement fier parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir fait exister ce film-là, après en dehors même de... J'espère que ça vous a plu, mais la démarche de faire exister ce film-là, lui c'est un scénario où beaucoup de gens ont voulu le racheter en lui disant t'as trouvé quelque chose, c'est un vrai film d'auteur, c'est-à-dire au sens où c'est son film, Benicio, il est venu parce qu'il a lu le scénario, ça lui a plu, il a dit je veux rencontrer Andrea, et après une session de lecture très longue, il a dit je vais le faire, on l'a revu après. Ils se sont échangés beaucoup, il a pris ses 30 kilos. Il s'est dit souvent qu'il ne s'est pas trop forcé pour prendre les 30 kilos. Mais il y avait, je pense, un enthousiasme au fait de faire, entre guillemets, ça semble prétentieux, mais un vrai film. C'est-à-dire que quand je dis les codes de l'efficacité aujourd'hui, nous on voulait faire abstraction du fait qu'on était en train de faire je ne voulais pas faire un film de genre. Ça ne m'intéressait pas non pas que j'aime pas les films de genre, j'aime beaucoup, et puis je peux aller voir les films popcorn et adorer. Mais pour moi, le point d'entrée du film, il est pas les enfants de 15, enfin les ados de 15 ans, il n'est pas les adultes de 45, il est a priori à peu près tout le monde. Quand, toute proportion gardée, hein, franchement, je ne veux pas faire d'association directe, mais quand le producteur du Parrain voyait les rushs du Parrain pour la première fois, il disait c'est quoi ce film où ils n'arrêtent pas de manger de la pâte, ils passent leur temps à bouffer, ils tuent personne.
voilà, la construction de l'intérêt autour du personnage, du danger autour du personnage, du risque, c'est vrai que la violence, elle est très souvent là, la pression, mais elle est peu souvent à l'écran. On a essayé d'éviter la facilité. C'est-à-dire que, même dans la structure, c'est-à-dire que la structure en soi, c'était un pari. Est-ce que oui, les spectateurs, les 3 premières minutes, ils sont d'accord pour nous donner un peu de crédit, mais t'as intérêt à bien les servir après quand même. Hein. Il y a plein de règles qui font que normalement, quand on fait un film de cet état-là, il ne meurt pas à la fin. On a une chronologie pour ne pas être trop perdu, etc., etc. Moi, je pense que si on avait fait ça à l'arrivée, on aurait eu de l'eau tiède. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, au début, disaient « Ah, tous ceux qui ont vu la série Entourage, Vincent Chase. » On voulait vraiment éviter d'avoir quelque chose qui, in fine, donne l'impression d'être un super produit avec en guest star Pablo Escobar. En soi, le film il est censé marcher en dehors du fait qu'il a de l'aura, il est censé marcher même si on ne sait pas qui était Pablo et qu'on a le même degré d'information que Nick. C'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui apprécie le film, pas parce qu'il est venu voir un film sur la drogue. Et inversement, je pense que quelqu'un qui est venu peut-être le voir pour d'autres raisons, pensant en voir un film qui est un biopic, ne va pas sortir déçu. Parce qu'il y a un vrai film, quoi, une vraie histoire. Mais bon, je suis un peu de parti pris, mais non, pas moi. Super objectif. Monsieur qui attend depuis tout à l'heure, il a une question à poser, il trépignait le pauvre. Là, bon, je suis un petit peu à chaud, donc c'était pour savoir, est-ce que le sous-thème en fait du film ne serait pas un petit peu la prison, par exemple au niveau du montage? Il y a la première histoire qui est entre par le premier montage, la deuxième par le deuxième, et le personnage de Nick qui est emprisonné par sa vie et ses choix, que ce soit envers son frère, sa compagne, et puis l'engagement qu'il a pris par rapport à Escobar. À la fin, il est un petit peu libéré, tandis que Escobar, il a cette épée de Damoclès, comme quoi il va être emprisonné, donc toute sa folie apparaît, tout ça. Donc c'était pour savoir si vraiment la prison était un choix voulu, ou bien c'était juste ça comme ça de manière volontaire. Non, la prison, c'est un fait vrai de Pablo Escobar qui allait en prison et s'est construit une prison pour lui-même. Il a fait un deal avec le gouvernement et s'est donné en prison lui-même, mais c'est en fait la fin de son pouvoir, parce que la prison après l'a mené à sa descente. Mais c'est vrai que quand il allait en prison, il a eu ce moment qu'il savait que tout le monde, parce qu'il était en guerre avec les Américains, les Colombiens, entraînés par les Américains. Il avait 3 avions sur Medellín qu'il essayait de prendre sa voie pour le retracer. Il était contre les cartels de Cali, contre Los Pepes, qui c'était en armée, des gens qui se battaient, des parents tués par Pablo Escobar, Los Pepes. Il était entouré. Et alors c'était son meilleur moyen de s'échapper, c'est d'aller en prison. Et ce moment-là, quand il allait en prison, il a caché tout son argent et savait qu'il allait être pris par tout cet ennemi. Et c'est là qu'il a eu cette énorme... Il a fait pour toi une année avant d'aller en prison, il a caché tous ces... Moi, je pense que c'est pas même, monsieur, c'était la thématique, on va aussi le dire. Tu avais le mythe d'Icare en tête, pour le coup. De quoi? Le mythe d'Icaro. Ah oui. Peut-être en référence, c'est que vouloir se libérer de son destin, vouloir se libérer de... Même le chemin de Nick, c'est-à-dire qu'il commence le film, il est là à la recherche d'un absolu en Colombie. Il y avait la thématique voilà, effectivement du choix moral et à un moment être emprisonné par ses choix et emprisonné par son destin. C'est-à-dire que quand le personnage réalise enfin ce qu'il est arrivé, ce qui était un grand débat, et j'espère qu'en termes de construction du scénario, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour croire qu'encore une fois, il soit aveuglé à ce point-là et par Escobar et par l'amour pour se rendre compte, entre guillemets, aussi tard de... Je pense que c'est toute une raison qui fait d'ailleurs qu'on ne pouvait pas avoir plus le côté maléfique d'Escobar trop tôt, parce que sinon on aurait un problème d'avance sur le personnage. Mais oui, il y a à explorer ça, ces choix-là, qui fait quand on n'a plus de choix, justement. Donc Escobar, il est confronté à son propre destin. Et il y avait dans des versions, non pas antérieures de scénario, mais le mythe d'Ozymandias. Il y a beaucoup de choses qui sont venues nourrir les backstories des personnages et leur trajectoire, qui sont de l'ordre du destin. Donc je ne sais pas si ça fait écho avec votre question sur la prison, mais en tout cas le destin est
des grosses thématiques. Voilà, la fatalité, le destin, une grosse thématique, et quand il parle de tragédie grecque, par écho, ça fait, je pense, la réponse à votre question sur les différents niveaux d'emprisonnement que les personnages peuvent avoir. Je ne sais pas si je répondais à côté ou pas. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, c'est des questions que les fans ont posées sur la page Facebook. Vous avez déjà un peu répondu, mais alors j'ai encore deux questions, si ça vous va. La première, c'est est-ce qu'il y a des films de gangsters qui vous ont inspiré pour Paradise Lost? Oui, il y a... Moi, je trouvais toujours fascinant que Les Parrains, c'est considéré un film sur la mafia. C'est vraiment une histoire de famille et surprise. Et cette narration entre les côtés un peu mélo des rapports de famille, d'un père qui part avec son fils, sur qu'est-ce que c'est, la bonne chose à faire, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, des questions totalement universelles. Et après, des gens que le public aime beaucoup sont aussi des tueurs, mais tout le monde s'en fout de ça. Le personnage de Guido Corleone, c'est considéré le grand-père pour beaucoup de gens, c'est vraiment le grand-père idéal. Après, j'ai toujours aimé certains films, certains réalisateurs que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est un film que L'Ange ivre de Kurosawa, que j'ai toujours aimé les personnages des protagonistes, tout le cinéma italien. Même Scorsese, Coppola, mais c'est une inspiration, mais c'est un film. Moi, j'avais des inspirations pas particulièrement dans des films de crime, mais les films de cinéma en général que j'aime, c'est du cinéma qui s'est tourné dehors, sous un ciel plutôt qu'à l'intérieur. J'aime bien les cinémas japonais, Kurosawa, dans la nature. J'interromps un dernier film où on avait des problèmes en 35, parce qu'on a tourné le film en 35. Ouais. Et on tournait donc au Panama, et on devait donc renvoyer la pellicule, et la pellicule, à l'époque il n'y avait pas de vol direct, maintenant il y a des vols directs, mais il n'y avait pas de vol direct Panama-Paris, donc ça passait par Amsterdam. Donc à un moment les douaniers ils voient une caisse, deux caisses, trois caisses arriver, ils disent c'est quoi cette histoire, donc, et ils ouvrent, c'est vrai, hein, ils ont ouvert la pellicule mais ils n'ont pas respecté la procédure, normalement ça doit s'ouvrir dans une chambre noire, etc. et palper, etc. Ils n'ont pas du tout fait comme ça, ils ont ouvert, ils ont voilé une bobine entière de pellicule. Heureusement on est tombé sur des choses qui n'étaient pas vitales, même si on a dû refaire un petit peu de choses. Mais oui, dans les choix de référence de cinéma, là je passe de moi ma lecture, parce que on n'était pas à proprement parler dans un film sur effectivement criminel, mais on avait moi j'avais les films qui m'ont marqué, y compris les films dont on va parler, ça n'a rien à voir avec Scarface, de la musique, etc., mais il y a toujours un personnage avec lequel on peut être, même les horreurs en empathie. C'est-à-dire qu'on parle de Scarface, c'est l'histoire absolue de la corruption, même s'il sort de prison, il arrive, il est d'une certaine façon, il a envie d'une nouvelle vie pure, et puis le destin le rattrape, et on a ce moment où il est dans la voiture, il a le choix, il veut pas les tuer, la femme et les enfants, c'est sa limite. Il dépasse la limite, là le personnage il est déjà mort. Une fois qu'il a dépassé sa limite de compas interne moral, il n'y a plus vraiment d'intérêt à vivre même. Et ça, le Parrain, je pense qu'on avait aussi cette forme-là. C'est Michael Corleone, et au début il est officier, il a choisi de vivre en dehors de ce destin-là, il a un choix de pureté, et pour des raisons d'amour. C'est parce qu'il aime son père qu'il rejoint la mafia. Il n'a pas du tout prévu de le faire, on veut tuer son père, etc. Donc les ressorts humains qu'on explorait, je trouve, dans le film, ils sont intéressants parce qu'ils dépassent justement le cadre de juste le film criminel type. Et même un chose qui n'a rien à voir, mais un film comme Gomorrah, c'est intéressant parce que on démystifie justement les caricatures de la mafia et les caricatures du chef tout-puissant et de l'alpha mâle ou de l'alpha méchant, quoi. Et en même temps, on avait envie d'avoir j'ai l'impression d'avoir accompagné Andrea dans une
aventure qui faisait qu'on avait aussi envie de faire un film le plus divertissant possible. C'est-à-dire, tout en disant on ne fait pas de compromis sur tes références cinéma, en disant on ne doit jamais être chiant. Je prends l'exemple, mais on n'avait vraiment pas envie d'être chiant. Mais ça ne veut pas dire mettre la musique la plus bourrine possible dessus. C'est-à-dire qu'il a fait faire à Max Richter, j'ai jamais vu autant de maquettes de ça de ma vie, tellement il avait une idée précise de ce qu'il voulait, mais avec le souci du spectateur de A à Z. Donc je pense qu'on peut mélanger des références. Tu m'avais pas dit Kurosawa, peut-être que j'aurais pas fait le film. Mais parce que ça peut faire flipper, mais rien. Ça peut faire un peu chiant, ouais, sur les Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un choix aujourd'hui de faire du cinéma sans répondre à ce qui semble être les canons objectifs du sujet qu'on va gérer. En même temps, c'est la question la plus dure parce que quand on me dit ouais, c'est quoi les films références, si tu joues le petit bras, on dit ouais, le mec il avait zéro ambition. Et si tu joues les trucs que t'aimes vraiment, il se la raconte un peu. Même on a comme film concurrent, je veux dire, c'est intéressant. Quand on regarde ce que Nolan fait au cinéma, il n'a pas peur d'être très très ambitieux sur ces thématiques, tout en se disant je vais divertir le spectateur de A à Z. Il se trouve qu'ils sortent le même jour que nous, ça sera très difficile de dire quel film vous allez voir mercredi. Non mais je vous dis ça, il y a plein de gens aujourd'hui qui font du cinéma en se disant on n'a pas à choisir entre le grand divertissement et le fait de faire un film dont on est fier à l'arrivée. C'est plus difficile de s'en affranchir quand c'est son premier film, et a fortiori quand on est sur un sujet de cette nature-là. Les Sopranos, ça n'a jamais été... Les Sopranos, c'est fantastique. Parce que c'est vraiment... Mais David Chase, les Sopranos, c'est un exemple typique. Si on va regarder aujourd'hui dans les grandes œuvres cinématographiques, les Sopranos, The Wire, c'est un contre-pied total de ce qu'on peut attendre d'une série. Les Sopranos, quand on a comme héros justement l'homme de famille, il y a des choses fantastiques là-dedans. Je ne sais pas si ça a servi d'inspiration, mais pour moi, c'était intéressant de voir que justement il n'y a pas besoin d'empiler les scènes de fusillade. Dans les Sopranos, somme toute, il y a assez peu de violence explicite. Après, derrière, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre qui il était et l'ensemble. Donc là, à titre personnel, ce que la télé américaine et ce que HBO et Showtime font, c'est fantastique. La fin des Sopranos est très positive par rapport à votre fin. Est-ce que... Moi, après, peut-être que vous avez compris qu'il est encore en vie. Moi, je ne suis pas sûr s'il est encore... J'ai toujours un doute. Est-ce qu'il est mort et c'est le paradis, justement le vôtre? Non, dans les Sopranos. Le nôtre, c'est assez clair. Ah ouais? Il y a toujours un débat. Moi, je suis toujours... J'attends la réponse définitive, mais est-ce qu'il est en vie ou pas en vie, c'est... Pour moi, c'était ok. Je crois que David Chase récemment a dit oui, il est en vie parce qu'il en avait marre qu'on lui pose la question, mais... voilà, mais oui, je pense pas une référence pour Andrea, mais c'est une référence de ce qui peut être fait aujourd'hui au cinéma pour dépasser, au cinéma ou à la télévision, ou en entertainment, pour avoir quelque chose qui, même rythmiquement parlant, dépasse les codes de ce qui semble être l'efficacité immédiate. Je pense que voilà, bon, encore une fois, c'était aussi sa vision de A à Z, c'est-à-dire qu'il a porté le film pendant 5 ans, ça fait 5 ans et demi maintenant. Oui. C'est une vision de quelqu'un qui a avant tout une histoire en tête, et je pense que la facilité, encore une fois, ça aurait été de se dire on va faire ce que tout le monde attend d'Escobar, amener un peu de richesse, mais ce que tout le monde attend d'Escobar, mais je pense que fatalement tout le monde aura été déçu. Le Rise and Fall de Pablo Escobar, je ne sais pas aujourd'hui quel est le film, c'est un produit peut-être, mais je ne sais pas si c'est un film. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Parce que ça fait un petit moment qu'on vous garde avec nous, donc il commence à faire chaud, tout le monde sent un peu qu'il fait chaud. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Andrea rapidement? Aussi à vous deux, du coup, je pense, c'est est-ce que vous avez une scène préférée dans le film? Dans les questions pièges, dans la famille question piège, la fille. Non, je dois dire que je suis fasciné. Ça me touche beaucoup quand je vois mes acteurs qui expriment quelque chose, que ça dépasse, ça devient. Mais la scène de la chambre de lit, là, Benicio, il a trouvé le mouvement avec les pieds, quand le stretching avec les pieds, que moi, chaque fois que je regarde, je pense bravo, ragazzo. Moi, les scènes préférées, j'en ai dit 3, facile, voire 4, voire 5. Quand il est dans la maison de poupée et qu'il lui dit je suis en train de te répondre, qui cite le livre de la jungle. Elle est tellement surréaliste cette scène que j'aime beaucoup la toute fin. L'ensemble, après c'est compliqué de choisir. Quand je dis qu'on n'a plus de parti pris, c'est qu'on a tourné 14 semaines.
en disant voilà, on va essayer de faire vraiment le meilleur film possible. On a monté très longtemps aussi, avec comme souci voilà, de faire le moins de compromis possible, voire pas de compromis du tout, mais des choix, des vrais choix de A à Z. Voilà, la scène d'ouverture où il est juste en train de se malaxer le ventre, si tu veux, et on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. C'est une sorte de monstre taureau. Je peux la regarder en boucle, si tu veux. Ça fait partie des films où, je ne devrais pas dire ça devant le metteur en scène, mais je peux le regarder en kit avec le même plaisir que de le regarder de A à Z. Il y a beaucoup de scènes où je me dis, effectivement, quand toi tu parles du pied, mais quand il prend juste le stylo, qui était une inspiration de Benicio, il fait... Tu sais qu'il a tué 2 personnes juste en regardant l'écrivant sur sa main. On a eu, je sais pas si c'était le cas ce soir, on a eu des moments où les gens ont ri aussi. C'est-à-dire que quand il arrive et qu'il arrive avec la caméra pour les filmer, quand on a ce type-là d'engagement et de réaction, je pense que c'est parce que on est vraiment dedans. Moi, voilà, je trouve le petit Martin fantastique, qui s'est cassé l'épaule durant le tournage, à la fin du tournage. Après, au-delà même de la... Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux, dans le film, il existe encore une fois très modestement, par la façon dont il a fait, la sincérité avec laquelle il a été fait, le fait que quand je dis il dépassera le produit, dans 10 ou 20 ans, si tu veux, tu ne diras pas il est daté. En dehors de ce qui sera encore là, est-ce que... Moi j'espère qu'il sera encore là, moi c'est mon sentiment, en tout cas je le ressortirai, je le regarderai. Mais il y a des vrais choix de cinéma qui n'étaient pas forcément de faire un film comme si on avait tourné dans les années 80, mais que ce soit voilà, des vrais choix de cinéma pour être relativement intemporel, le choix du format, le 35, les références cinématographiques. Même, il y a une chose à dire. Moi j'étais acteur avec le rêve d'être réalisateur. J'étais quelqu'un qui allait au cinéma 4 fois par semaine à regarder toutes les typologies de films, surtout des films depuis que j'habite à Paris. Vous avez des cinémas magnifiques ici qui font revoir les vieux films. Mais c'est facile de parler des problèmes du cinéma contemporain, mais moi, mon histoire de comment ce film s'est démarré, c'est une belle histoire du cinéma, parce que je vous garantis que seulement en France, aujourd'hui, c'est possible d'être un premier réalisateur et faire un film avec ce budget-là, avec cette liberté que j'ai eue, avec un producteur que je devais tourner 57 jours plus 5 équipes réduites. On a eu 3 semaines de pluie et a financé 64 jours. Dans le sens que c'est bien de parler quand il y a des problèmes dans le cinéma, mais ça c'est l'opposé. Ça c'est une belle histoire de cinéma. Il y a encore espoir comme moi, que je suis sûr qu'il y a plein de beaux... Moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a plein de jeunes scénaristes et réalisateurs qui écrivent des scénarios magnifiques et ils ne trouvent pas la production pour les suivre. Et je trouve que cette histoire, ça peut donner beaucoup de confiance à beaucoup de jeunes réalisateurs. C'est pas mal pour finir ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça fait 100 personnes français, hein. C'est un cas, je pense qu'il faut, c'est le courage de Jérôme Seydoux et Frédéric Dumas et de Dimitri. C'est un cas plus unique que rare, comme de l'Italie politique, je pense. Unico che raro. Merci Andrea. Ok, grazie.